Bien, bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans la vidéo numéro 2 concernant la question de la musicovisualité, du rapport musique-image à l'intérieur des vidéoclips musicaux. Alors je vous renvoie à la vidéo numéro 1 sur ce sujet, hein, pour les questions d'ordre théorique. Et à présent, on va être vraiment dans quelque chose, j'espère, d'assez concret, c'est-à-dire quelles sont les catégories conceptuelles avec lesquelles, d'usage simple, avec lesquelles on peut entrer dans l'analyse des rapports musique-image à l'intérieur du vidéoclip musical, sachant que ces rapports musique-image sont régis par la primauté de la musique, le fait que la musique vient en premier et entraîne les images dans son mouvement, que les images sont composées à partir de la musique. Donc ce que je vous propose de faire d'abord, c'est de revenir un instant sur un clip dont on a déjà parlé dans ce cours. C'est le clip de Martin de Tura, pour Car Park North, Human. Et comme c'est un morceau assez court, on va pouvoir opérer cette petite expérience qui va nous préparer au niveau sensible à aborder tout le reste. Une petite expérience qui consiste à l'écouter d'abord pour essayer de en détailler la composition, d'en détailler la structure avec des termes assez simples. Volontairement, je ne vais pas aller dans des catégories qui seraient celles de la musicologie experte. On n'a pas besoin de connaître le solfège, en gros, pour suivre ce qui va suivre, justement. Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais vous passer le clip sans image dans un premier temps, et on va se concentrer sur ce qu'on peut dire de la structuration du morceau, et puis ensuite on essaiera de voir comment la structuration du morceau, la composition du morceau, entre en relation avec l'image, comment elle a gouverné la composition des images, ce qui nous permettra, espérons-le, d'aller un peu plus en profondeur dans la compréhension des effets, des significations de ce clip. Donc c'est parti, je vais lancer la vidéo et enlever l'image. Alors, attendez, peut-être que je peux le faire plus facilement comme ceci, excusez-moi. Petit cafouillage, oui d'accord, je pourrais relancer la lecture comme ça, ce sera plus simple. C'était pour vous montrer que, en fait, dans ce premier couplet que nous entendons ici, puisque globalement la chanson est articulée par la structure classique de la pop et du rock, hein, c'est-à-dire la structure couplet-refrain, avec un pont et un interlude, et puis une outro, c'est-à-dire un petit moment particulier à la fin du morceau pour nous en faire sortir. Le couplet numéro 1, il commence donc avec une orchestration qui est assez réduite, hein, avec une intensité faible, c'est-à-dire un volume faible, et un rythme relativement syncopé. Cette orchestration comporte la voix, la batterie et du clavier. Voilà, je peux vous la remettre un tout petit peu, comme ça on la réécoute bien. Et on va pouvoir sentir de façon satisfaisante ce qui va arriver au temps numéro 16, hein, c'est-à-dire à la fin de la quatrième mesure, puisqu'on est à une mesure à 4 temps, mais ça vous n'êtes pas obligé de le retenir, c'est l'entrée de la basse dans le morceau, que je vous signalerai au moment où ça se produira, qui va donc amener une augmentation de l'intensité du morceau, du volume, et un spectre sonore plus dense. Et ensuite, on pourra détailler la façon dont arrive dans le temps 27 l'entrée de la guitare numéro 1, et enfin dans le temps 43 l'entrée de la guitare numéro 2, qui vont encore une fois, alors la guitare numéro 1 étant une guitare rythmique, elle va accentuer l'aspect percussif du morceau et
la batterie va également jouer plus fort. Et puis, au moment de l'arrivée au temps 43, l'entrée de la guitare numéro 2 va densifier encore l'orchestration et va nous faire monter vers le refrain que nous allons écouter. Voici donc comment ça opère. Alors là, les toutes dernières mesures qu'on a écoutées à la fin du refrain, où on a juste batterie, basse, guitare, avec un leitmotiv répétitif, là c'est le pont hein, qui nous amène simplement de la fin du refrain au couplet numéro 2. Donc ça continue et à chaque fois je vous amène un petit peu visuellement, en gros, sur les principaux événements du morceau musical. Is it human? Is it human? Is it true? Hop, voilà. Donc, nous avons écouté attentivement le morceau, nous avons essayé d'être sensibles à ses principales variations d'orchestration, d'intensité et à ses différentes variations de structure. J'espère que ça a été parlant pour vous de l'autre côté de l'écran avec ma manière de souligner sur ce document Word les principaux moments. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Hein, je rentre pas dans le détail, je parle pas notamment de la tonalité, ce genre de choses, parce que je pense qu'ici ce n'est pas fondamental de le faire. À présent, ce que je vous propose de faire, c'est de voir ce que ça donne dans le clip lui-même, à partir du moment où on a bien fixé ça au niveau auditif, et comment est-ce que le réalisateur en fait a composé une bande image qui s'accorde avec les différents moments du morceau musical. Et pour ce faire, vous n'avez plus besoin de me voir, donc je disparais. Je ne pense pas que je réapparaîtrai avant la fin de cette vidéo, puisque maintenant on va plutôt enchaîner les extraits. Voilà, donc on repasse sur la vidéo de Human. On est donc là au début
avec l'orchestration réduite. Il y a une petite saccade au début de la vidéo, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas d'origine. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous ne la voyez pas, mais ensuite, normalement, tout va bien. On est avec des enfants qui sont seuls. Je ne refais pas l'ensemble de l'analyse de ce clip que j'ai déjà faite lors de la précédente vidéo sur le rapport au corps, l'organicité, la façon de sentir musico-visuellement la puberté, qui est le thème du clip ici. Ça, voilà, vous l'avez, mais là, je me concentre vraiment sur l'aspect, je dirais, un petit peu technique de cette relation musico-visuelle telle qu'elle évolue à l'intérieur du clip. Voilà, donc on commence avec des plans sur des enfants isolés dans une école et avec un morceau avec une intensité faible à ce moment-là, puisque l'orchestration est réduite, et il y a quand même ce rythme assez syncopé, assez dynamique, et les corps commencent à répondre un petit peu à ce rythme, parce qu'il faut bien voir les corps comme des corps créatures, des corps marionnettes animés par la musique. Ici, nous allons avoir l'introduction de la basse. On va voir déjà comme ça donne de l'intensité également à la bande image, parce que toutes les petites choses qui commencent à bouger à l'intérieur de l'image, ici, qui font état déjà d'un espèce de bouillonnement prêt à exploser, commencent à prendre de l'ampleur et de la densité. Ici, une volte-face assez marquante qui va introduire l'arrivée de la première guitare. Et cette arrivée de la première guitare, elle se fait avec une accentuation de la percussion, ce qui provoque ce qu'on peut appeler un effet de pain sonore. Et c'est étroitement synchronisé avec un enfant qui tape du poing sur la table et qui fait bouger tout le mobilier. En fait, là, l'énergie n'est plus seulement dans les corps, elle passe dans l'environnement. Donc on a vraiment cette intensité qui progresse. Introduction bientôt de la seconde guitare pour densifier encore cette orchestration et ce mouvement ascendant vers le refrain, où là l'orchestration va être pleine et entière, c'est-à-dire que tous les instruments jouent très fort, guitare, les deux guitares, la basse, le clavier, et le chant est plus aigu, et on va voir que dans le refrain, eh bien, les enfants sont en grande partie délocalisés. Auparavant ils étaient dans un univers quotidien, celui de leur école, et là on va les retrouver de plus en plus souvent avec un fond noir, une soufflerie qui anime leur physionomie, et puis des images anatomiques abstraites. Alors on retrouve là cette idée aussi qu'il y a beaucoup d'images abstraites ou potentiellement abstraites à l'intérieur des clips, parce que ça rend les images musicales, le fait d'insister sur le potentiel d'abstraction. Donc on va voir très clairement une séparation entre couplet et refrain, couplet à l'intérieur de l'école, refrain avec le fond noir, pas exclusivement, mais en grande partie, et donc une sorte d'interzone dans lesquelles les corps des enfants sont projetés, soumis à une énergie nouvelle, qui est bien sûr donc celle de la puberté. Voilà, donc vous avez senti que ce souffle en fait qui anime les physionomies à cet instant-là, bah, c'est un souffle qui est à la fois musical et visuel en fait, hein. Il est musical parce que c'est vraiment le moment où l'orchestre donne toute sa puissance, hein, tout le monde se lâche, on pourrait dire, et puis il est visuel pour les raisons qu'on a explorées. Là, ce qui est intéressant, c'est que donc il va y avoir un petit pont qui va nous amener au couplet numéro 2. Et ce couplet numéro 2, en fait, là-dedans, alors contrairement au couplet numéro 1, l'intensité va être assez forte tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on va ne plus avoir, par exemple, les guitares, elles restent dans l'orchestration. Mais en revanche, la synchronisation, qui était très forte dans le couplet numéro 1, puisqu'on voyait vraiment que les corps réagissaient de manière très étroite à ce qu'on entendait musicalement. Ici, la synchronisation devient beaucoup plus lâche.
C'est-à-dire que le réalisateur a aussi le choix d'aller très fort dans la synchronisation ou bien de prendre plus de recul avec sa bande image. Et ici, la bande image est assez calme avec des images au ralenti, notamment, qui vont un peu à l'encontre, je dirais, du dynamisme général du morceau et qui proposent un moment de calme avant que la tempête ne ressurgisse, avec le second refrain qu'on verra un petit peu plus tard. Et ce qui va arriver dans la suite, là, c'est un interlude, donc un moment où toute l'orchestration va tomber, il ne va rester plus que la voix au vocoder et puis le clavier, le synthé. Et là, on va retrouver vraiment une synchronisation très très étroite, puisque on sent vraiment que le morceau respire au moment de cet interlude. C'est un petit peu sa respiration, au sens organique du terme. Et qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit un enfant respirer exactement au rythme du morceau, et on peut même voir sa cage thoracique qui est comme animée de l'intérieur par la musique. C'est ce garçon sur fond noir abstrait par l'obscurité qui se fait dans le décor qui l'entoure. Donc là, on retrouve une dynamique musico-visuelle très étroite qui va être suivie ensuite par un nouveau drop. Il va y avoir un effet d'aspiration et puis on va retrouver l'ensemble de l'orchestration qui arrive tout le monde d'un seul coup, hein, batterie, guitare, tout le monde repart pour le refrain numéro 2, et ça se fait de manière très étroitement synchronisée ici avec une magnifique synchronisation de convergence. Je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce que c'est la synchronisation de convergence. C'est ce moment donc très musico-visuel, très étroitement associé, où la musique et l'image sont très étroitement associées, où le garçon et la fille courent l'un vers l'autre, semblent sauter l'un vers l'autre et sont repoussés l'un de l'autre, comme si une force nouvelle les séparait. Donc voilà, je vous laisse profiter de ça, puis de la seconde occurrence du refrain, et enfin l'outro, où là, il y a quelque chose un peu... C'est le moment le plus violent du morceau, hein, c'est le moment où il y a vraiment un martèlement, avec la batterie qui va redoubler d'intensité, et c'est un moment en fait très doux à l'image, paradoxalement, où les enfants nous envoient des regards caméra, les regards caméra qui nous questionnent évidemment, nous les spectateurs de ce clip, les audiovisionneurs de ce clip, sur finalement la mémoire que nous avons de notre propre adolescence. Guess it's you, guess it's you, it's true. Donc voilà, je pense que ça suffit, hein, même sans forcément aller dans quelque chose d'un petit peu plus complexe. On peut complexifier un petit peu cette analyse, mais je pense qu'on voit ici comment on est arrivé à mieux comprendre, je pense, la composition du clip, ses principales dynamiques, ses principaux effets, ses principales significations, en portant donc une attention au morceau musical, et puis en détaillant bien finalement ce qu'a été la stratégie du metteur en scène pour composer des images à partir de ce morceau. On peut regarder un deuxième extrait à ce niveau-là qui est tout à fait intéressant, audio-visionné, un deuxième extrait. C'est celui de Death in Vegas, Dirgy, qui date de 2000, qui est un clip qui a été réalisé par Richard Fearless, qui a la particularité d'être un des deux membres compositeurs et interprète du groupe Death in Vegas, qui est un groupe qui
qui évolue un petit peu entre le rock au niveau de l'orchestration, puisqu'on va entendre voilà, des guitares, batteries, etc. Et puis la musique électronique au niveau des structures musicales, puisque notamment, ce qui est très important dans ce morceau, c'est l'esthétique de la boucle que l'on retrouve surtout dans les musiques électroniques. C'est-à-dire l'idée que certains patterns musicaux sont lancés en boucle, et tant qu'on ne les fait pas varier, ils se répètent à l'infini à l'intérieur du morceau musical. C'est là-dessus que les musiques électroniques assurent notamment leur effet de trance, qui est un effet important qu'elles cherchent à procurer. Alors dans ce clip, en fait, on va d'abord, on va faire comme avec Human, c'est-à-dire qu'on va d'abord écouter le morceau pour essayer de bien comprendre comment il fonctionne. Et en fait, il fonctionne sur quelque chose de très simple, vous allez voir. C'est tout simplement, à chaque fois, on commence dans le morceau avec un riff de guitare sèche. Ça dure 8 mesures, c'est-à-dire 32 temps. On peut les compter, c'est assez facile. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est la mesure à 4 temps. Ensuite, ce riff de guitare sèche donc, qui va se dérouler sur chaque mesure, en fait. Donc on va l'entendre 8 fois. Sur une alternance entre deux accords qui sont Ré dièse et Sol dièse mineur, mais ça, ce n'est pas grave de ne pas le savoir. Et puis, au bout de 8 mesures, on va avoir une voix féminine chantée qui va arriver avec un motif mélodique simple, la la la, hein, tout simplement. Pas de paroles articulées. 3 notes à chaque fois modulées sur l'accord que joue la guitare. Donc là, il y a la guitare qui ne cesse de varier entre deux accords. Hein, bon, voilà. En mode mineur, ce qui donne une tonalité émotionnelle particulière au morceau, une tonalité triste pour aller vite. Ensuite, une fois que cette voix féminine sera introduite, eh bien, on entendra 8 mesures plus loin, 32 temps plus loin, la batterie qui va faire son apparition. Puis 8 mesures plus loin encore, ce sera la basse. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que toutes les 8 mesures, tous les 32 temps, le morceau rajoute une ligne instrumentale nouvelle et à toutes les autres qui continuent à tourner en boucle, et ça dure comme ça pendant 6 minutes. Donc il faut une sacrée science du mixage à la fin pour assurer l'audibilité de toutes ces sources sonores différentes. Mais donc essayons simplement d'entendre comment ça se passe. Là, on va avoir l'entrée de la batterie, la boîte à rythme. Entrée de la basse. Là, vous avez entendu un nouveau son qui est arrivé. Hein. Et ainsi de suite. Et donc on peut vraiment sentir le tempo assez facilement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. À chaque fois, il y a une variation de tonalité. Et puis, une fois qu'on a fait ça, donc 2 fois, il y a une nouvelle ligne instrumentale qui apparaît dans le morceau. Alors maintenant, voilà, on a compris ça. Et ben ça suffit, en fait. Il n'y a pas forcément besoin de comprendre plus parce que maintenant, on va pouvoir passer au clip lui-même. Et ce clip, en fait, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre une succession, je vais vous le passer un petit instant sans le son. Le clip nous montre une succession de photographies.
associés à des courts textes qui décrivent à chaque fois un fait divers ayant résulté dans la mort par balle de la personne représentée en photo. Et toutes ces morts par balle qui se succèdent, elles ont eu lieu aux États-Unis un mardi 2 mai. Et il y en a en tout qui se succèdent dans le clip, je crois, presque une centaine. Ces images et ces textes proviennent d'un dossier qui a été publié par Time Magazine en mai 1989 et qui faisait un petit peu état de la mortalité par balle aux États-Unis. Et vous savez que c'est un enjeu social très important, un enjeu politique très important, parce qu'il y a une législation très permissive sur le port d'armes. Et donc, bon, sauf erreur, il y a plus de morts par balle chaque jour aux États-Unis, par exemple, que de morts dans des accidents de voiture. Donc c'est voilà, c'est vraiment quelque chose, un vrai enjeu social et politique. Et donc le clip nous montre ça. Le principe donc de la ici, c'est que eh bien, chaque image se succède à une autre au bout de 8 ans, c'est-à-dire au bout de 2 mesures. Donc là où chaque ligne instrumentale est posée pendant 8 mesures, à chaque fois, pour chaque ligne instrumentale, en gros, pour chaque ligne instrumentale nouvelle, on a 4 images qui vont se succéder. Alors ça, 3 effets intéressants à analyser du point de vue musico-visuel. D'abord, l'effet de répétition. On l'a dit, le morceau musical, Dirgy d'ailleurs ça veut dire chant funèbre. Hein. Donc bon, on va dire que le morceau est bien adapté, même s'il n'a pas de parole, au thème visuel. Ce que je disais donc, c'est qu'il y a d'abord un effet de répétition. Les images se répètent et la musique a également un aspect répétitif et les deux aspects répétitifs se nourrissent l'un l'autre et accentuent encore l'effet sensible de la répétition pendant les 6 minutes que dure le clip. Et cet effet sensible de répétition, évidemment, il est engageant pour nous et pour notre corps d'audiovisionneur parce qu'on est quand même en train de parler de la mort de personnes. Deuxième effet provoqué ici par l'alliage musico-visuel, l'effet de régularité. Et là, c'est un effet un peu plus subtil. Pourquoi? Parce que là, je vous montre voilà, des images sans le son. Volontairement, je continue comme ça. C'est pour vous montrer aussi à quel point l'œil mesure mal les intervalles de temps, seul. Il est très difficile de dire si telle image dure plus longtemps que telle autre si on n'a pas un chronomètre. Je vous l'ai dit tout à l'heure que chaque image durait le temps de 2 mesures, de 8 ans. Ok, mais si vous ne le saviez pas, en fait, vous ne pouvez pas dire de façon à coup sûr que chaque image dure exactement le même temps que l'autre. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on sent très fort parce que l'œil est moins fort que l'oreille pour capter le rythme et pour le transmettre à notre corps. Voilà, tout simplement. Donc ce que va provoquer l'alliage musico-visuel ici, c'est que la musique va être un guide pour notre œil pour capter l'implacable régularité du défilement des images. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'une nouvelle image va arriver, elle arrive à la fin d'un moment de 2 mesures, c'est-à-dire au moment d'un changement de tonalité. Donc c'est très facile pour nous de sentir le moment où une nouvelle image va arriver. On peut le prédire sans aucun problème parce qu'on se fie à la musique et on sait qu'à chaque fois qu'on va passer d'un accord à l'autre, puisque la musique est jouée sur 2 accords, qui alternent en permanence, et bien on sait qu'une nouvelle image va arriver, qu'une nouvelle mort par balle va nous être annoncée. Or, cette régularité de la mort par balle, là aussi, elle est très engageante pour notre corps. On n'est pas juste en train de prendre une information, on n'est pas juste en train de nous dire ok, il y a plein de morts par balle aux États-Unis, c'est pas une information abstraite, ça devient une expérience musico-visuelle pendant 6 minutes où de manière hyper régulière tombe au bout de 8 ans à chaque fois, à chaque changement de tonalité, à chaque changement d'accord, tombe une nouvelle mort. Et donc là, il y a un effet musico-visuel qui rend
finalement l'expérience engageante et très parlante pour notre corps, et ce qui est vraiment basé sur le langage spécifique du clip, c'est-à-dire la musico-visualité. Ce clip nous dit sur la mort par balle aux États-Unis quelque chose qu'un article de journal ne peut pas nous dire, qu'un film de fiction ne peut pas nous dire, parce qu'il le dit à notre corps à travers le canal musico-visuel. Alors pour tester cette régularité, je vous propose de revenir au tout début de ce clip, et donc vous allez bien sentir, vous avez le riff de guitare sèche, à chaque fois qu'on passe à un autre accord, etc., et bien à chaque fois l'image change. Donc c'est au bout d'un moment, on s'installe très facilement dans cette périodicité, et on la prend vraiment pour un phénomène qu'on ne peut pas arrêter, et qui devient donc un phénomène vraiment scandaleux, plus scandaleux qu'une simple information. C'est très abstrait. Si je dis il y a 100 morts par balle aux États-Unis par jour, on dit oui, c'est beaucoup, et puis on passe à autre chose. Là, pendant 6 minutes, on est censé éprouver cette régularité de la mort par balle devant être exceptionnelle et non régulière, normalement. Donc voilà, je vous laisse expérimenter cela pendant quelques minutes. Voilà, je m'arrête là pour pas trop alourdir la vidéo que je suis en train de faire moi-même, mais vous pouvez évidemment visionner le clip dans son ensemble. Alors notez bien quand même que ce n'est pas le clip officiel de la chanson, qui a eu un autre clip réalisé par Richard Fenwick. Richard Fearless, il a réalisé ce clip-là, qui est un clip secondaire, pour le mettre initialement sur le DVD qui accompagnait la sortie de l'album The Contino Sessions, qui date de 2000. Voilà, donc c'est un clip réalisé par un musicien, c'est pas anodin non plus, parce que puisqu'il s'agit de dynamique musico-visuelle, souvent les musiciens sentent les choses sous cet angle-là peut-être plus facilement que les réalisateurs qu'on a essentiellement formés au niveau de l'image, et c'est la raison pour laquelle parfois certains des meilleurs réalisateurs de clips d'ailleurs, comme Michel Gondry par exemple, sont à la base des musiciens. Voilà, donc vous pouvez retrouver ce clip à condition de bien prendre en compte que ce n'est pas le clip officiel. Je vais maintenant vous proposer de considérer
après avoir fait ces deux expériences qui déjà nous permettent d'entrer un petit peu plus en profondeur dans la question de la musicovisualité, de passer à des questions un peu plus ponctuelles, un petit peu plus discriminées. On va isoler certaines variables. Ah, mais avant, j'ai quand même oublié de vous dire une dernière chose à propos de Dirgy. Excusez-moi, je refais une petite parenthèse. Je reviens un instant sur Dirgy, qui avait un troisième effet musicovisuel qui est très important. Parce que les pistes musicales, elles ne font pas que se répéter, elles ne font pas que inscrire la régularité dans l'expérience musico-visuelle, elles produisent aussi un effet d'empilement. Puisque on commence avec juste un riff de guitare sèche, puis on a la 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 la, et puis on a la basse, et puis on a la batterie, enfin dans l'autre sens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et toutes les lignes instrumentales qui sont présentes depuis le début restent audibles dans le mix pendant que de nouvelles lignes s'ajoutent. Ça donc ça a pour effet de densifier l'orchestration musicale, de la faire grossir en fait. C'est-à-dire qu'à la fin du morceau, il y en a un peu partout. Et comme c'est très bien mixé, ça reste quand même très audible et très beau. Hein. Mais globalement, voilà, on a commencé avec une orchestration très minimale et on arrive avec une orchestration maximale avec je ne sais pas combien de pistes qui cohabitent, mais plus d'une vingtaine. Probablement, même davantage. Et donc, ça, il y a un effet intéressant là-dessus parce qu'on sent quelque chose qui gonfle en nous, si vous voulez, comme gonfle l'orchestration musicale tout au long de ce clip. Or, ce qui gonfle en nous, alors on pourrait dire c'est notre indignation, etc. Et oui, ça peut-être, sans doute, c'est l'effet émotif recherché. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que les images, elles viennent une par une. C'est un fait divers, puis un fait divers. Les faits divers se succèdent. Mais une fois qu'un fait divers est passé, il disparaît. Pourquoi? Parce que l'œil ne peut pas regarder 80 faits divers à la fois. Il ne peut pas regarder 80 photos à la fois. L'œil est obligé de... enfin, on pourrait avoir un écran avec 80 photos dedans, mais l'œil serait obligé de les balayer une par une. L'œil n'a pas la même capacité que l'oreille, c'est-à-dire la capacité de percevoir différentes choses simultanément. L'œil est obligé de se balader pour regarder telle chose, puis telle autre, etc. L'oreille, elle peut entendre plein de choses en même temps, et elle peut les décomposer. Et donc là, ce qu'a fait Richard Fearless, c'est qu'il s'est basé sur la capacité de décomposition de notre oreille, sa capacité à synthétiser différentes sources sonores, pour faire grimper, pour faire grossir l'orchestration, pour produire cet effet d'empilement que nous allons pouvoir communiquer aux images. Et nous allons avoir l'impression non seulement qu'il y a une succession de faits divers, l'un chassant l'autre, mais ça va plus loin, on va avoir l'impression qu'il y a un empilement de faits divers, un empilement de morts. Or, un empilement de morts, ça s'appelle un charnier. Et un charnier, c'est quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus parlant sur le plan émotionnel, sur le plan de l'information aussi, qu'une simple succession de faits divers. L'image du charnier, qui n'est pas effective dans le clip puisqu'elle n'arrive jamais dans l'image, mais elle est inscrite, si vous voulez, cette sensation de l'empilement des morts, de l'empilement de cette sensation de charnier, elle est inscrite dans le rapport musico-visuel spécifiquement. Voilà le troisième effet que l'on peut détailler dans ce clip, et qui est peut-être un peu plus subtil que les deux premiers, et que du coup, on peut peut-être attendre un petit peu avant de le trouver. Il ne s'impose peut-être pas tout de suite avec des mots au moment où l'on audiovisionne le clip, et il faut peut-être aussi l'audiovisionner dans sa totalité pour bien comprendre, bien sentir cet effet. Mais voilà, j'en ai terminé avec Dirgy. Je reviens sur la question, donc sur des questions un petit peu ponctuelles, sur des façons d'aborder le rapport musique à l'image, de la musique et de l'image. Alors, comme on a dit, l'image, elle arrive après la musique. Ce qui veut dire qu'il faut renverser en fait le rapport qu'on a traditionnellement au cinéma, c'est-à-dire le rapport de valeur ajoutée. Ce que nous dit Michel Chion, grand théoricien du son au cinéma, c'est que le son, et donc la musique au cinéma, amène une valeur ajoutée à l'image. Parce que le son et la musique arrivent après, en général.
Dans le clip, il faut renverser ce valeur. C'est l'image qui amène une valeur ajoutée à la musique. Et la plupart du temps, cette valeur ajoutée est une valeur de redoublement sensoriel. C'est-à-dire que la musique porte avec elle certaines significations, certains effets sensoriels, et l'image va aller dans le sens de ces effets de façon plus ou moins intense, mais quand même. On le voit très bien dans le clip de Death in Vegas, hein, puisque la sensorialité ici, elle passe par la répétition, la régularité et la sensation d'empilement, et l'image participe à ce redoublement de sensorialité, et on l'a vu également avec le clip de Human de Martin de Tura, je ne vous refais pas l'analyse. Alors, pour prendre un exemple de clip dans lequel le redoublement sensoriel se sent très très bien, parce que c'est très très lisible, c'est très facile de le repérer, même s'il est présent vraiment dans tous les clips, mais à différents degrés. Je vous propose d'audio-visionner un extrait de Pump Up the Volume, qui a été un grand tube de hip-hop electro house de la fin des années 1980. D'ailleurs, on voit si vous avez vu le très beau film de Abdelatif Keshish, Mektoub My Love, Kanto Uno, il y a une très grande scène de boîte de nuit à la fin, dans lequel le film est censé se dérouler dans les années 1990, et on entend Pump Pump de volume à l'intérieur de cette séquence, parce que c'était un très très gros tube de l'époque, réalisé donc par un artiste qui s'intitule Rap Mars. Et alors, j'ai mis XX comme réalisateur du vidéoclip, parce que tout simplement je n'ai jamais réussi à trouver le nom de la personne qui a réalisé ce clip, et ça arrive assez fréquemment en fait dans le domaine du clip, notamment pour les clips assez anciens comme celui-ci des années 1980 ou 1990, où les réalisateurs n'étaient pas crédités au début des clips, et où parfois les gens qui faisaient ça le faisaient de manière totalement anonyme, ou en tout cas l'histoire n'a pas retenu leur nom. Donc il arrive parfois qu'au détour d'une recherche internet on arrive à trouver le renseignement, mais parfois ce n'est pas le cas. Donc là XX veut dire réalisateur non crédité. Ce qui est intéressant avec Pump Pump de Volume, c'est que c'est un morceau qui est beaucoup basé sur le sampling, c'est-à-dire la pratique de l'échantillonnage. C'est-à-dire qu'une grande partie des sons que vous entendez dans le morceau sont des sons qui préexistent, qui existent déjà ailleurs, dans d'autres morceaux musicaux, parfois même dans des émissions de télévision ou des films, et que le compositeur a associé dans son morceau sous la forme d'un collage, en quelque sorte. Et au niveau du vidéoclip, il y a une correspondance avec l'image qui est très forte, puisque l'image est intégralement composée, ou quasi intégralement composée, d'images trouvées. C'est ce qu'on appelle du found footage, c'est-à-dire que quasiment aucune image inédite n'a été tournée pour ce clip. La performance du réalisateur consiste essentiellement dans le montage d'images existantes sur la musique. Or, cette musique, elle est très dynamique, hein, c'est ce qui a fait le succès de ce morceau à l'époque. C'est un morceau assez irrésistible, hyper entraînant, avec beaucoup de variations rythmiques qui marchent très bien, des sons très marrants aussi à certains moments, presque des sons de dessins animés, de gags, etc. Bon, voilà, qui ont un effet dynamique très très fort. Et ce qui s'est passé, c'est que que le montage de l'image s'est vraiment évertué à épouser ces effets dynamiques. Alors par exemple, quand on a un effet une sorte de bruit de voiture, et ben on a des images de route qui vont très vite avec des virages. À un moment donné, lorsqu'on a une sorte de cri, d'espèce de petit cri qui est samplé, une sorte de yaou, et ben il y a justement un personnage qui est tiré vers le haut dans l'image, comme si c'était lui-même qui produisait ce son. Hein. Et ainsi de suite. En fait, je ne veux pas vous faire tout le détail de tous les moments où l'image en fait redouble sensoriellement l'effet de la musique. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements à l'image qui s'inscrivent totalement dans les mouvements sensoriels que la musique amène déjà. Et le thème du clip, je vous ai dit que c'était des images trouvées, c'est la conquête spatiale et aéronautique. Ce sont des images d'archives de la conquête spatiale par les Américains et par les Soviétiques dans les années 1950, 60 et 70, qui sont là donc reconfigurés aussi dans une esthétique qui les rend très fun, hein, ces images. Il n'y a plus du tout le côté très sérieux, très monumental de cette espèce d'odyssée humaine incroyable dans l'espace. Pour ressentir ça, il faudrait voir par exemple le film de Arthur Péléchian,
notre siècle, pour ressentir ce côté monumental, cette spiritualité, de cette conquête spatiale, cette gravité. Et là, non, au contraire, c'est vraiment un clip très typique de la manière dont le clip récupère des images existantes pour les inscrire dans un circuit de divertissement, pour les rendre marrantes, fun, énergiques, mais à la limite, on a presque l'impression qu'on aurait pu faire cette expérience avec des images portant sur un tout autre thème. En tout cas, là, le thème de la conquête spatiale est grandement désacralisé, mais à la place, en revanche, on a gardé quand même de ces images leur énorme potentiel de mouvement, leur potentiel abstrait en fait, de rythme, de mouvement, de variation, et le montage a mis ça en avant. Donc voilà, c'est l'expérience que je vous propose de faire pendant 2 minutes. Je ne vous montre pas en entier parce qu'il ne faut pas que cette vidéo devienne trop longue non plus. Mais vous pouvez évidemment revisionner tous les clips dont on parle sur YouTube en 2 clics. Alors, quelle version est la bonne? C'est une bonne question. Je pense que celle-ci sera meilleure. C'est parti. Voilà, par exemple ici, vous voyez, on sent bien l'effet d'élévation de cette fusée, on sent qu'il y a aussi un effet d'élévation ou de suspension à l'intérieur du morceau musical, l'espèce de satellite qui tourne, qu'on revoit plusieurs fois, on a vraiment l'impression que la musique qu'on entend à ce moment-là, c'est le bruit de ce satellite, donc on est face à des moments de syncrèse, j'y reviendrai plus tard sur la syncrèse, mais c'est les moments où un son... dans le clip, ça va désigner des moments où des sons musicaux semblent être le bruit des événements visuels que l'on voit à l'image grâce à un effet de synchronisation. Voilà en tout cas comment agit donc cet effet de redoublement sensoriel, de valeur ajoutée de l'image à la musique dans ce clip qui en est particulièrement, donc qui est un cas d'étude particulièrement intéressant pour en parler. Alors ces mouvements de redoublement sensoriel, lorsqu'ils sont vraiment réussis, ponctuellement, ils peuvent s'apparenter à ce qu'on appelle des hooks musico-visuels, c'est-à-dire des moments particuliers de plaisir provoqués par la rencontre entre la musique et l'image. Le hook, hein, c'est l'accroche, c'est le petit truc qui nous rend un peu addict, qui nous donne envie de revoir ou de réentendre un morceau musical ou un vidéoclip. Les tubes doivent regorger, enfin en tout cas doivent comporter des hooks, c'est-à-dire des petits moments particuliers où il se passe quelque chose de spécial qui donne envie de réentendre, et forcément le hook, ça doit être assez court parce que ça doit aussi créer
en même temps que le plaisir, une sorte de frustration, une sorte d'envie de revivre ce moment particulier. Donc, créer de bons hooks musico-visuels, on pourrait dire que c'est une façon vraiment très réussie pour un réalisateur de clip d'envisager son métier, puisque il va pouvoir ainsi conjuguer l'aspect de réussite artistique, le critère artistique, et puis le critère promotionnel, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les vidéoclips sont des publicités pour les morceaux musicaux. Ils ne sont pas que ça, mais ils sont aussi ça. Et donc, on peut dire que merci à des réalisateurs comme par exemple Jonathan Dayton et Valerie Ferris, quand ils réussissent à faire comme dans le clip de Korn Freak on a Leash en 1999, à mettre autant de hooks musico-visuels sans créer de lassitude, et des hooks qui marchent aussi bien, hein, qui sont aussi à la fois aussi massifs, parce qu'il faut vraiment les reconnaître, et là on n'a aucun problème, et en même temps il y a aussi une forme de subtilité. Ce ne sont pas des mécanismes purement pavloviens, grossiers, comme on peut en trouver dans d'autres clips. Et donc voilà, je vais vous montrer la fin de Freak on a Leash, de la 1 minute 40 à 3 minutes 40, et vous pouvez voir le reste si vous voulez. C'est un moment où en fait il y a deux actions concomitantes, hein, qui se déroulent dans le clip, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Il y a d'un côté la performance du groupe, qui se trouve dans un espace, un contexte décor costume situation assez sombre, troué de petits trous qui laissent passer la lumière sous forme de rayons. Et on va comprendre que ces trous sont causés en fait par des balles de revolver, puisque l'autre action que l'on suit en montage alterné, c'est le trajet d'une balle qui a été tirée et qui parcourt en fait l'ensemble de la classe moyenne américaine, on pourrait dire. C'est-à-dire l'ensemble de ce décor un peu de suburb, de banlieue pavillonnaire de la classe moyenne, avec ses petites propriétés avec piscine, avec ses centres commerciaux, avec ses stations-service, avec ses bureaux, ses open space, etc. Et on a l'impression, voilà, que ce projectile que personne ne voit, auquel personne ne semble faire attention, passe en frôlant les corps, en ne tuant personne, mais en détruisant certains objets sur son passage. Et les moments où ce projectile notamment passe à l'intérieur des objets et les fait exploser, sont des moments de hook musico-visuel extrêmement performants, puisqu'il y a à la fois un côté très explosif et en même temps une sorte de lourdeur inscrite dans l'image par le ralenti et dans la musique par l'orchestration, et puis qui est quand même, voilà, on est aux frontières entre le rap et le métal, donc il y a, avec Korn, on est dans le néo-métal, donc il y a une alternance, enfin une coexistence, je dirais, entre le dynamisme du hip-hop et la lourdeur du métal, et c'est, voilà, ces moments où les objets explosent sont autant de hooks musico-visuels, et d'en avoir mis autant et qui fonctionnent aussi bien sans lassitude dans un clip, c'est très fort. Donc voilà, je vous propose de regarder ces 2 minutes à la fin de Freak on a Leash. Pour la petite histoire, Jonathan Dayton et Valerie Ferris, c'est aussi des réalisateurs de cinéma indépendants, c'est un couple à la ville, pour ceux que ça intéresse, et ils ont eu notamment un grand succès avec un film indé qui s'appelle Little Miss Sunshine dans les années 2000. Mais ils viennent avant tout du monde du vidéoclip, où ils ont fait de très belles choses.
Voilà, alors le moment après l'espèce d'interlude dans le morceau où le chanteur Jonathan Davis commence à parler, enfin à chanter en borborigme, et puis ensuite il y a le drop, et puis c'est le go, et la balle repart dans le sens inverse. Je peux vous dire que quand on était adolescent en 1999, on adorait ça, et que ce clip est vraiment devenu culte aussi pour ses hooks musicaux visuels là, et ça a été un des clips les plus diffusés par MTV à cette époque, ce qui est quand même notable dans la mesure où Korn jouait quand même une musique un petit peu plus dure que ce qu'on avait l'habitude d'entendre sur les radios, on pourrait dire, et aussi parce que le clip est quand même assez macabre, hein. Là, on voit quand même une balle qui frôle des enfants, enfin, il y a quand même tout un, même si personne n'est touché, il y a quand même tout un imaginaire, évidemment. Assez morbide, qui reflète bien en fait aussi un état d'esprit, enfin, ou la façon aussi dont les clips, comme les musiques populaires qu'ils illustrent, peuvent parler de manière très, très importante aux adolescents. Là, c'est vraiment une représentation métaphorique de ce qu'on appelle la teenage angst, hein, de l'anxiété adolescente ou de la colère adolescente. C'est-à-dire, en gros, ça se voit pas, c'est dans un univers où des gens vivent et tout semble se passer normalement, mais il y a des choses potentiellement très destructrices qui sont présentes et qui hantent cet univers, hein. Voilà, si on veut se baser sur ce que peut être le mal-être adolescent, je pense que ça pourrait être une bonne façon de le décrire de façon métaphorique et surtout de façon musico-visuelle, puisqu'il y a cette énergie assez folle donc, dans le rapport musique-image ici, qui sert pleinement le morceau et le thème du clip lui-même. Voilà pour ces questions de hook musico-visuel. Alors, pour analyser le rapport musique-image, donc là on s'est d'abord basé sur l'idée que vraiment l'image suivait la musique et s'inscrivait totalement à l'intérieur de sa dynamique. On va voir des cas où parfois justement les réalisateurs ont joué avec un peu plus de distance avec les dynamiques de la musique. Parce que ce sont les cas finalement les plus intéressants, dans la mesure où ça devient vraiment quelque chose de très signifiant à analyser quand justement la dynamique de l'image va un peu aller à l'encontre de la musique. Alors ça va être, pour analyser ça, on va d'abord introduire le critère du rapport de tonalité émotionnelle entre la musique et l'image. Et là, vous voyez que vraiment, je parle de tonalité, c'est un terme musical, et normalement, ça doit amener à, si on est musicologue, à dire que voilà, on est dans une tonalité de ré dièse mineur ou je ne sais quoi. Et pour ça, il faut une expertise qu'on ne peut pas acquérir comme ça. Et donc, ce que je vous propose, c'est de ne pas entrer dans la question de la tonalité au sens technique du terme, au sens technique musical du terme, mais d'entrer dans la question de la tonalité simplement en termes d'émotion. Un morceau musical a une tonalité émotionnelle. Par exemple, Dirgy de Death in Vegas a une tonalité mélancolique et Pum Pum de Volume de Rap Mars a une tonalité un peu plus festive et peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, comment dire, ultra incarné et dynamique. Freak on a Leash de Korn a une tonalité colérique. Bon, voilà, vous pourrez continuer comme ça longtemps. On peut parler assez simplement, sans trop se creuser la tête, de la tonalité émotionnelle d'un morceau musical, et on n'a pas besoin d'être un expert en musicologie pour cela. Et donc après, il faut évaluer par rapport à ça la tonalité émotionnelle de la bande image. Et la plupart du temps, ce qu'on va retrouver dans le clip, c'est une bande image en empathie avec la tonalité émotionnelle du morceau musical. C'est le cas dans les trois extraits qu'on a vus dernièrement. Donc, par exemple, Freak on a Leash a une bande image inquiétante, colérique, en rapport avec le morceau musical que le clip est censé illustrer. Dirgy a une bande musicale, a une bande d'image pardon, funèbre et mélancolique en rapport avec la tonalité émotionnelle de la musique. Ce rapport d'empathie en termes de tonalité émotionnelle entre la bande image et la bande musicale, il est quasi généralisé dans le clip. Je dirais que 95 à 99% des clips présentent une bande image en empathie avec la bande musique. Après, on pourrait se dire parfois que des images relativement neutres, si vous les mettez avec une musique mélancolique ou si vous les mettez avec une musique joyeuse, peuvent prendre une tonalité mélancolique
ou peuvent prendre une tonalité joyeuse. C'est-à-dire qu'il faut aussi se méfier du fait que dans le rapport entre musique et image ne sont pas laissés intacts par leur interaction. La musique modifie notre réception de l'image et l'image modifie notre réception de la musique. Donc parfois le rapport d'empathie entre musique et image, en fait, il est créé par le fait que la musique et l'image se rencontrent. Vous comprenez? C'est pas fort, par exemple, une musique triste va rendre triste des images, par exemple, de vie quotidienne, qui avec une musique joyeuse auraient pu paraître des images plus gaies. Mais globalement, donc on pourrait dire, pour conclure là-dessus, que finalement le rapport d'empathie, c'est très difficile d'y échapper parce que la musique, elle amène ses tonalités émotionnelles à l'image et d'une certaine manière, elle les transmet à l'image. Mais il y a d'autres façons aussi d'envisager le rapport de tonalité émotionnelle entre la musique et l'image. Il y a le contraste et il y a l'indifférence. Et c'est pas si facile de créer des effets d'indifférence. On va en parler plus tard avec le clip de Spike Jonze California pour le groupe Wax. En tout cas, pour l'instant, je voudrais vous parler du rapport de contraste et un rapport de contraste en termes de tonalité émotionnelle entre musique et image. C'est par exemple des images gaies sur une musique triste ou l'inverse. Et là, pour le coup, les images et musique vont fonctionner ensemble, mais on va bien comprendre qu'il y a un décalage entre les deux. L'écart va être trop grand en termes de tonalité émotionnelle pour qu'on puisse associer les tonalités émotionnelles respectives de la musique et de l'image. On comprendra en tant que spectateur que la musique a une certaine tonalité émotionnelle, l'image une autre, et que c'est justement sur ce décalage que s'est basé le réalisateur pour composer son effet musico-visuel et pour composer son clip. Alors c'est le cas par exemple dans le clip réalisé par Kevin Kerslake pour le groupe Nirvana, un morceau qui s'appelle In Bloom. Excusez-moi, mon portable sonne. Voilà. Qui date de 1991. Alors, je suppose que vous connaissez sans doute l'histoire de l'album Smells Like Teen Spirit de Nirvana, qui est sorti à cette époque-là et qui a été un énorme succès, un succès colossal pour un groupe qui jouait une musique qui s'appelait le grunge. Et le grunge, c'est une version un peu, comment dire, débraillée, un peu sale et assez plus violente et plus glauque que le rock. Hein. C'est vraiment basé sur les stratégies de composition du rock. Il y a la même orchestration, guitare, basse, chant et batterie. Mais avec le grunge, il y a quelque chose d'un peu plus, voilà, d'un peu plus noir, d'un peu plus désespéré, voire beaucoup plus noir, beaucoup plus désespéré qui passe. Et d'un seul coup, un groupe de grunge relativement méconnu comme Nirvana s'est retrouvé tout en haut des classements de vente de disques, ce qui a occasionné un véritable séisme dans l'industrie musicale, et puis un véritable séisme aussi dans la vie du groupe, puisque on a bien vu aussi que son chanteur et compositeur Kurt Cobain n'a pas très bien vécu ce succès mainstream auquel il n'était pas vraiment préparé. Et il s'est suicidé en 1994. Une histoire qui est relatée de manière un petit peu décalée par le très beau film de Gus Van Sant, Last Days, qui date de 2005, si vous avez l'occasion de le voir. En tout cas, là, ce qui est intéressant dans le clip de In Bloom, c'est que c'est un clip qui sort alors que le morceau musical, que l'album est déjà dans les bacs, comme c'était souvent le cas, hein, des fois il y avait pour certains morceaux de l'album, on sortait les clips avant que l'album paraisse dans les bacs pour créer le désir, et puis après, 2 mois plus tard, on ressortait un clip pour un autre morceau de l'album, et l'album était déjà en vente. Ce qui veut dire qu'au moment où le morceau là il est composé, le clip est composé, pardon, eh bien on sait déjà que là on est face à un succès énorme. Et Kevin Kerslake a l'idée de mettre le groupe Nirvana dans l'environnement, dans un contexte décor costume situation qui recrée, on retrouve l'aspect très référentiel du clip en général, qui recrée les émissions de télévision des années 1960, de la télévision américaine, notamment cette émission dont le titre soudain m'échappe, dans lequel les Beatles en 1964 ont fait un tabac quand ils sont venus aux États-Unis
pour donc être présentés au public américain. Ils sont passés dans cette émission qui est vraiment une émission de variété. Dans cette émission, eh bien, ils ont eu un tel succès qu'ils ont ensuite déferlé sur les États-Unis avec les Rolling Stones et autres. Et on a parlé de nouvelle invasion britannique après celle du XVIIIe siècle. En tout cas, ce qui est important pour ce contexte décor costume situation, c'est que on est vraiment dans un décor de variété télévisée et de variété télévisée sage. Et les Beatles, quand ils étaient venus dans cette émission de télévision dans les années 60, ils étaient venus avec aussi les morceaux les plus familiaux, on pourrait dire, parce que c'était des émissions familiales. Or ici, In Bloom de Nirvana, c'est un des morceaux les plus sombres de l'album Smells Like Teen Spirit. C'est un morceau très déjanté en termes de paroles, parce qu'il y a beaucoup d'absurdité, beaucoup de violence dans les paroles, et puis en termes de composition musicale, bah, vous allez voir très clairement qu'on est dans une orchestration voilà, assez lourde, dans une tonalité très pessimiste, très accablante d'une certaine façon. Et l'idée ici, bah, c'est de faire jouer les personnages, les membres du groupe Nirvana, comme les Beatles dans les années 60, c'est-à-dire comme des jeunes gens bien peignés pour plaire aux parents de la télévision familiale. Et puis il y a des contre-chants sur le public composés par exemple de jeunes femmes qui crient, jeunes femmes bourgeoises qui crient tellement elles sont contentes de voir leurs idoles, etc. C'est-à-dire qu'en fait on a composé en fait autour du morceau In Bloom dans ce clip un univers visuel qui est en totale contradiction avec la tonalité émotionnelle de la chanson. Donc il y a un vrai effet de contraste qui est très intéressant à analyser et à ressentir. Donc on va le faire, cette expérience-là, et puis vous allez voir qu'en fait, au bout d'un moment, le réalisateur compose un montage alterné entre les moments où le groupe Nirvana est bien peigné, souriant et incarne un morceau super sombre et intense et violent, et des moments où d'un seul coup à l'image on alterne avec des moments où on revoit les membres du groupe en train de casser leurs instruments, habillés en nuisettes de femmes, donc ce qui donne un effet très décadent, etc. etc. Et donc on a d'un seul coup une imagerie qui redevient en empathie avec la tonalité émotionnelle du morceau, alors qu'auparavant elle était en contraste. Donc on a en fait les deux dans le clip. Du contraste essentiellement au début, et puis après, progressivement, à nouveau de l'empathie, quand les images des membres du groupe en train de composer des chorégraphies obscènes et de détruire le décor semblent beaucoup mieux s'accorder avec l'état d'esprit que dégage le morceau musical. Wonderful show from the world-famous Dancing Poodles. Next, ladies and gentlemen, we have three fine young men from Seattle. They're coming. Hold on, they're coming. They're thoroughly all right and decent fellows with their hit single, In Bloom. Here they are, Nirvana.
Donc vous voyez, finalement, à chaque fois qu'on alterne entre le moment d'empathie et le moment de contraste, en fait, on franchit 30 années d'imagerie rock. On passe de l'imagerie un peu sucrée et familiale que le rock a adoptée pour plaire aux familles et pour s'inscrire dans la télévision dans les années 60, à l'imagerie décadente et débraillée que le grunge a pleinement assumé à un moment de l'évolution du rock. Et c'est d'autant plus intéressant que, comme je vous disais tout à l'heure, le groupe Nirvana était à ce moment-là en train d'être confronté à un succès digne de celui des Beatles en leur temps, alors même qu'ils n'avaient pas sacrifié justement à ce type d'imagerie familialiste. Et donc là, le clip s'amuse effectivement avec cette espèce d'éventualité que ce groupe de grunge assez confidentiel, assez souterrain, finisse par devenir une sorte de groupe de variété qui passerait le samedi soir dans des émissions. D'ailleurs, le fait que l'extrait passe m'a permis de retrouver le nom de l'émission dans laquelle les Beatles ont fait ce célèbre passage en 1964, notamment avec le morceau I Want to Hold Your Hands. C'est le Ed Sullivan Show. Voilà, je vous en reparlerai quand je ferai une vidéo sur un peu l'historique du vidéoclip et de toutes les formes qui ont précédé le vidéoclip. On abordera aussi la question des spectacles de variété télévisuelle. Mais donc là, on voit ici comment le rapport entre empathie et contraste entre l'image et la musique, en termes de tonalité émotionnelle, a servi la composition du clip et a servi son propos. Il y a évidemment un autre rapport important qui est dans le vidéoclip, c'est le rapport de synchronisation rythmique entre musique et image. Et là encore, je dirais un petit peu la même chose en ce qui concerne la tonalité émotionnelle, c'est-à-dire que 95 à 99% des vidéoclips musicaux ont un rapport de synchronisme entre musique et image. Ce rapport de synchronisme peut être plus ou moins prononcé. Par exemple, vous avez pu remarquer que dans Pum Pum de volume, il y a un rapport très étroit de synchronisme qui crée donc notamment tous ces redoublements sensoriels. Mais par exemple, dans Human de Carpark North, le rapport de synchronisme est plus variable, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il est très fort, comme par exemple au début du clip, et puis il y a des moments, au moment du second couplet, comme on l'a vu, où on a toujours cette musique très dynamique, et puis en revanche, les images sont vraiment affectées d'un effet de lenteur, de contemplation. Donc on peut varier le synchronisme, mais globalement, on dira tous que l'audiovisionnage de Human nous donne quand même un sentiment de grande synchronisation. Dirgy, c'est super synchronisé, ça c'est synchronisé de manière très extrême, puisque là, très clairement, à chaque fois qu'il y a 8 temps dans le tempo de la musique, il y a un plan. Un plan égale 8 ans. Donc là, la synchronisation est totale, clairement. Mais il y a des exemples moins extrêmes et globalement, tout clip est en fait plus ou moins synchronisé. Mais en tout cas, l'effet de synchronisme, lui, est toujours très présent. Et comme l'effet d'empathie émotionnelle, en fait, l'effet de synchronisme est aussi créé par la rencontre entre la musique et l'image. Il n'est pas forcément dans la musique seule et l'image seule, mais dans ce que la musique transmet à l'image. Puisque le rapport de synchronisation, évidemment, ne concerne pas que la longueur des plans, la durée des plans. Il peut concerner aussi les mouvements des corps dans l'image, les mouvements des objets. Tout ce qui bouge peut rentrer en rapport de synchronisation avec la musique dans l'image ou non. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des stratégies de désynchronisme. Mais ça, c'est comme la question de l'indifférence en termes de rapport émotionnel, c'est très difficile à obtenir. Et on va le voir, Spike Jonze a réussi à faire un clip qui s'appelle California en 1995, où il est à la fois sur du désynchronisme en termes rythmiques, en termes de rapport musique-image, et sur un rapport d'indifférence en termes de tonalité émotionnelle. Mais vous allez voir qu'il faut vraiment aller très très fort pour arriver à avoir l'indifférence et le désynchronisme, et que la plupart du temps, en fait, on va plutôt se poser la question de quel type de synchronisme on a, et quel type d'empathie, ou en tout cas de empathie ou contraste, puisque c'est toujours une façon pour l'image de réagir directement à la musique. Quel type d'empathie ou de contraste on va avoir entre la musique et l'image. C'est ça les questions qu'on va se poser le plus souvent dans les vidéoclips, les cas où l'image est en situation d'indifférence émotionnelle vis-à-vis de la musique et en véritable désynchronisme vis-à-vis de la musique.
c'est très rare. Pourquoi? Tout simplement, vous mettez n'importe quelle bande image sur n'importe quelle musique, vous allez avoir des points de synchronisation qui vont se créer de manière aléatoire. Ce qui veut dire que si vous voulez vraiment créer un effet de désynchronisme, eh bien, vous devez vraiment le vouloir et vous devez vraiment tout faire en sorte dans votre composition d'image quand vous réalisez un clip pour éviter le moindre effet de synchronisation, et ça c'est vraiment le résultat d'une démarche volontaire et très extrême. Alors, avant de vous montrer donc le clip de California de Spike Jonze, je vais vous montrer un clip tout simplement, comme ça on va faire vraiment la comparaison entre les deux. Un clip très court de 3 minutes, Queens of the Stone Age, réalisé par le studio Shinola, Go With The Flow, très bon titre pour parler du rapport musique-image, puisque vous allez voir, l'image va avec le flow de la musique. La musique est sur un tempo rapide, c'est très rapide même pour du rock. Le tempo est martelé par la grosse caisse. Et puis, au niveau de la batterie, donc il est très facile à suivre, c'est très facile d'avoir cette sensation-là. Et vous allez voir que le clip accentue énormément tous les effets de vitesse, que ce soit au niveau de la brièveté des plans, ou que ce soit au niveau de la vitesse des mobiles, des corps et des objets mobiles dans l'image. Et donc on a vraiment cette dynamique musico-visuelle ici qui est tout à fait harmonique, c'est-à-dire que aussi bien en termes de synchronisation, l'effet de synchronisme est très poussé, très naturel aussi. Il y a un effet d'empathie tout à fait présent entre la tonalité émotionnelle de la musique et celle de l'image, et donc en rapport de dynamique générale, on peut dire qu'on est, comme on l'est dans la plupart du temps, dans le domaine du clip, dans un rapport harmonique entre musique et image. Un rapport harmonique, c'est-à-dire que l'image va avec la musique, véritablement. Un petit détail simplement pour dire que dans le cas de In Bloom, quand on avait un rapport de contraste en termes de tonalité émotionnelle, on reste quand même dans un rapport harmonique. Un rapport de contraste bien compris par les spectateurs d'un clip, entre la musique et l'image, c'est vraiment un rapport harmonique parce que ça continue d'aller ensemble. Même si ça se contredit, ça fonctionne ensemble. Pour pouvoir sentir le contraste, il faut qu'on sente que la musique et l'image ont été mises en relation de façon très consciente pour aller ensemble en se contredisant. Hein, vous comprenez. Donc le contrepoint, en termes de dynamique générale, entre musique et image, ne peut se trouver que dans des clips qui cultivent le rapport d'indifférence émotionnelle entre la tonalité émotive de la musique et la tonalité émotive de l'image, et ou qui cultivent le désynchronisme, c'est-à-dire la véritable perte de synchronisation volontaire et affirmée entre le rythme de l'image et le rythme de la musique. Donc c'est pas du tout le cas de Go With The Flow, qui est un clip totalement harmonique, super synchrone et en totale empathie émotionnelle avec la musique. Donc on regarde, on audiovisionne ce clip et ensuite on verra la différence avec le clip de Spike Jonze. Pardon.
Voilà, alors il y a aussi évidemment les cymbales hein, qui participent beaucoup du marquage du rythme, de ce rythme très rapide. Le clip au niveau musico-visuel travaille énormément donc, sur l'impression de vitesse, hein, sur l'impression à la fois ressentie au niveau du rythme des images et du rythme des corps dans l'image. Ici, le corps des deux voitures poussées l'une contre l'autre. Il y a des vraies variations à certains moments en accord avec le morceau musical. Par exemple, le refrain qui produit un effet un peu de suspension qui semble plus lent correspond à des images également plus lentes. Et puis, à la toute fin, on a à nouveau la reprise de l'orchestration et du rythme très rapide. L'image réagit vraiment à cette rapidité. Comme vous l'avez vu, pour dire quoi en fait pour décrire de manière un peu métaphorique la rencontre entre l'homme et la femme, la rencontre sexuelle ou amoureuse, mais en tout cas voilà une rencontre de séduction, avec un clip qui semble en quelque sorte être une forme de remake de très très bref de l'Odyssée et du passage d'Ulysse à côté des sirènes, hein, c'est-à-dire que vous avez ce groupe qui est sur son véhicule et qui progresse sur la grande route de la vie et de la camaraderie masculine et de l'accomplissement artistique, et puis parfois on rencontre une femme et là d'un seul coup c'est la sortie de route, hein, c'est la distraction par rapport à la ligne droite toute tracée. C'est un petit peu ce que ce clip semble nous dire, c'est la vision qu'il amène de manière incarnée dans sa musico-visualité, et on peut ne pas être en total accord avec cette vision des choses bien entendu, mais par ailleurs ça n'enlève rien, je dirais, à l'efficacité de la sollicitation corporelle que l'alliage musico-visuel a sur nous, les audiovisionneurs. Parce que ce clip est un clip où le rapport musique-image est en totale harmonie, c'est-à-dire tout à fait synchrone et en totale empathie. Voilà. Et donc maintenant, que serait un clip qui serait une proposition de contrepoint entre musique et image? Et bien on va regarder le clip de California par Spike Jonze, qui est comme vous le savez, un des grands expérimentateurs du clip, et devenu bien sûr par la suite un cinéaste, avec Dans la peau de John Malkovich et quelques autres films. Là il fait un clip pour groupe de punk californien qui s'appelle Wax. Ça parle, je crois qu'ils sont californiens, vérifiez, mais bon, c'est un punk quand même assez ensoleillé, hein, comme il y en avait beaucoup de groupes dans les années 90 aux États-Unis, des groupes comme Offspring, comme Blink 182. Il y en a un autre dont le nom m'échappe mais qui est très connu, mais bon bref, vous voyez un peu ce genre de punk qui n'a pas la négativité et le caractère un peu déchéant de certains groupes des années 70 et 80 comme les Sex Pistols ou PIL, mais un punk plus calibré pour la FM, pour les radios, et qui n'est pas trop, qui dégage plutôt quelque chose de positif en termes de tonalité émotionnelle. Or, l'image, vous allez voir, est difficile à accorder en fait avec cette tonalité émotionnelle du morceau. Que ce soit en rapport d'empathie ou en rapport de contraste, tout aussi bien, comme vous allez le voir. Ni l'un ni l'autre ne fonctionne parfaitement. Il semblerait que l'image a sa propre tonalité émotionnelle, qui n'est pas celle du morceau, et que le morceau ne réussisse pas à communiquer sa tonalité émotionnelle à l'image, ce qui veut dire qu'il faut composer l'image avec beaucoup de soin pour arriver à ce résultat-là. Et de la même manière, comme c'est un groupe de punk, c'est un morceau plutôt dynamique, voilà, mesure à 4 temps, et puis un rythme assez rapide. Et l'image, elle, de son côté, est d'une extraordinaire lenteur. Et il semblerait qu'elle ait été composée aussi avec le soin que rien dans l'image ne puisse créer de point de synchronisme accidentel, d'une certaine manière. Donc il y a vraiment une disjonction entre la dynamique rythmique de la musique et celle de l'image. Et c'est un peu pareil en termes de tonalité émotionnelle. Et voici donc ce clip qui dure 2 minutes et quelques.
Donc voilà, un clip dont le tournage, enfin en tout cas la prise de vue finale dont on voit le résultat a été super courte, hein, une prise de vue d'une vingtaine de secondes peut-être dans la réalité, presque 3 minutes une fois qu'on le visionne. C'est parce que donc on a appliqué à cette prise de vue un effet de ralenti extrême. Ce qui est un petit peu aussi un signe de la manière dont le clip peut jouer avec les formes filmiques et notamment peut les étendre sur l'ensemble du métrage. Par exemple, des films de cinéma qui utilisent le ralenti, il y en a, mais c'est un plan par-ci, un plan par-là, ou une séquence par-ci, une séquence par-là. Là, c'est l'ensemble de l'œuvre qui est au ralenti, et un ralenti très extrême. Un ralenti qui devient donc totalement anti-naturaliste. Par ailleurs, il faut bien préciser qu'on est en 1995 et qu'on n'avait pas d'effets spéciaux numériques pour rajouter des flammes sur cet homme, donc le cascadeur ici, il a vraiment joué avec le costume enflammé. Et par conséquent, il valait mieux quand même que la prise de vue dure pas trop longtemps pour lui. Hein. Toujours est-il que vous avez ce morceau voilà, rapide, entraînant, de punk, etc. Et l'image qui contredit complètement sa dynamique, puisque c'est une image d'une lenteur éprouvante. Elle est même trop lente pour qu'on puisse la cataloguer d'image réaliste, etc. Une façon de relier éventuellement l'image et la musique ici serait de dire que finalement c'est un morceau qui c'est quand même de l'instrumentarium punk, donc il y a quand même une certaine forme de violence, etc. Dans l'orchestration, et de dire qu'on regarde quelque chose de violent, puisque c'est quand même un homme qui brûle. Mais en fait, comme le clip décourage cette lecture au premier degré, c'est difficile d'avoir ce rapport de tonalité émotionnelle à l'image. Si cet homme était vraiment en train de brûler, si c'était vraiment un acte grave, les personnages autour de lui réagiraient de façon adéquate à cette situation dramatique. Or, ce n'est pas le cas. Donc on a voilà, à la fois cette disjonction rythmique, cette disjonction émotionnelle due au fait qu'on ne sait pas vraiment sur quel registre on est, premier, deuxième, troisième degré ou autre. Est-ce que c'est la rêverie de cette fillette que l'on voit à la fin et qui imagine simplement que cet homme pourrait passer à ce moment-là? Est-ce que c'est une représentation métaphorique d'un homme qui souffre intérieurement, et ici ce serait une façon expressionniste de signaler cette souffrance en la montrant à travers les flammes qui rongent son corps et en montrant finalement l'indifférence que les gens éprouvent à l'égard de ça parce que finalement ils ne le voient pas, et ce serait une sorte de message voilà, sur l'indifférence de la société, la souffrance des individus. Oui, pourquoi pas, enfin, toutes ces interprétations se valent parce qu'en fait elles peuvent être elles fonctionnent avec le clip, mais en même temps le clip est trop vague dans sa composition pour nous permettre de trancher. Absolument. Ce qui est sûr, c'est que le rapport d'indifférence, c'est celui de la musique et de l'image par rapport à la musique. On a vraiment l'impression qu'il y a la musique d'un côté et l'image de l'autre, et qu'il y a très peu de communication entre les deux. Et bien pour créer ça dans un clip, faut vraiment se lever tôt le matin. Hein, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le simple fait de mettre ensemble une bande image et une bande musique, même prise de manière totalement aléatoire, ça crée des rapports de synchronisation et ça crée des rapports de tonalité émotionnelle. Là, il y a vraiment la volonté d'en créer le moins possible. Ce qui fait de ce clip un vrai clip conceptuel, et Spike Jonze a été vraiment un des rois du clip conceptuel, c'est-à-dire un clip qui va vraiment se signaler comme une œuvre unique dans sa composition à travers l'application d'un concept, donc ici l'idée du contrepoint entre images et musique. Mais la plupart des clips auxquels vous allez avoir affaire, notamment dans vos dossiers, et la plupart des clips que vous allez audiovisionner dans votre vie, et quand je dis la plupart, c'est la quasi-totalité, sont plutôt des clips qui cultivent le rapport harmonique entre musique et image à différents degrés de synchronisation rythmique et d'empathie ou de contraste sur le rapport émotionnel. Et l'empathie beaucoup plus souvent que le contraste, mais le contraste, comme on l'a vu, est quand même un rapport harmonique où musique et image fonctionnent ensemble, même si c'est pour se contredire. Alors que dans California de Spike Jonze pour Wax, on a vraiment l'impression que musique et image sont deux voix indépendantes qui jouent sans jamais avoir de rapport, même pour se contredire.
Voilà, et donc comme la plupart des clips ont un rapport musique-image harmonique, eh bien cela veut dire que nous allons entrer un petit peu plus en détail, après avoir vu quelques exceptions à cela, envers des clips qui cultivent cette harmonie et notamment qui cultivent les différents types de synchronisation rythmique. Et on va voir que non seulement il y a différents degrés de synchronisation, mais il y a différents types de synchronisation, par exemple synchronisation de coupure et synchronisation de convergence. On le verra, ça c'est un vocabulaire qui vient de Michel Chion et qu'on va adapter au clip, parce qu'il l'a appliqué pour le cinéma, lui. Et on verra notamment l'œuvre très importante qu'a accomplie Michel Gondry autour de l'idée de synchronisation musico-visuelle à travers ces 4 clips que vous pouvez déjà audio-visionner si vous le souhaitez, sachant que je les aborderai dans une prochaine vidéo. Celle-ci, je l'arrête maintenant parce qu'il est un peu tard et qu'elle a déjà assez duré. Et je vous donne donc rendez-vous pour une vidéo numéro 3 bientôt sur la question de la musico-visualité. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi celle-ci et je vous souhaite, pour moi c'est une bonne soirée, je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.